NFT Business, c'est le podcast qui vous parle de tout l'écosystème Web3. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, les métaverses, les NFT, la tokenisation, la blockchain. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler des enjeux de la transformation blockchain des entreprises. Nous enregistrons ce podcast car la connaissance est le nouvel or et la connaissance qui n'est pas partagée, c'est de l'or qui se transforme en plomb. Je suis Claudia Lema et je présente ce podcast avec Benjamin Boutinspark. Et aujourd'hui, nous recevons Charles Kremer, qui est cofondateur et CEO de la société AnyBlock. Alors AnyBlock, c'est une start-up dédiée au domaine du Web3 et plus spécifiquement dédiée aux technologies blockchain. Et alors AnyBlock, tu vas nous raconter, Charles, comment tu aides les entreprises, que ce soit les PME ou les grands comptes, à développer des projets et des stratégies autour de la blockchain. Bonjour Charles, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être là aujourd'hui. Bonjour Claudia, merci à vous de m'avoir invité. Je suis ravi d'être avec vous et d'avoir l'occasion de partager un petit peu de mon expérience. Génial, super. Alors Charles, aujourd'hui les entreprises ont fait déjà pas mal de transformations. La première, la transformation du web. La deuxième, les transformations des réseaux sociaux et de toutes les stratégies e-commerce. Et aujourd'hui, les voilà confrontés à la troisième transformation auquel il faut se préparer, c'est la transformation de la blockchain. Est-ce que tu peux nous parler de ces enjeux-là et surtout quel type de secteur? Est-ce que tout le monde est concerné par ça? Est-ce que toutes les entreprises sont concernées par ça? Alors, oui, je peux déjà répondre par l'affirmative à la dernière question. Oui, tout le monde est concerné. J'ai l'intime conviction que tout le monde est concerné, toutes les entreprises sont concernées par la révolution blockchain. Ce qui est assez particulier, ce qui est compliqué, je pense, pour les entreprises, pour la transformation digitale liée à la blockchain, ce que j'ai souvent eu comme retour de l'entreprise, c'est oui, mais je ne comprends pas ce que c'est que la blockchain, et je ne comprends pas ce que peut m'apporter la blockchain, et pourquoi je peux le faire avec la blockchain plutôt que sans la blockchain. Et c'est une question que j'ai eue souvent, et effectivement, c'est vrai, en fait, c'est vrai qu'on peut toujours trouver une solution technique qui se fera sans blockchain. En fait. Parce que la blockchain, en fait, c'est pas quelque chose qui va résoudre un problème technique. La blockchain, elle est là pour résoudre un problème de confiance. En fait. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est que la logique de transformation digitale des entreprises, c'est d'essayer d'identifier un problème et d'y apporter une solution technique, mais pas forcément d'identifier un problème de confiance, en fait. Et c'est ça vraiment qu'il faut, pour bien comprendre finalement ce que c'est que la technologie blockchain, ce que ça peut apporter, et ben en fait, il faut comprendre sa finalité. Et sa finalité, c'est de faire reposer dans la technologie tous les principes même de la confiance en fait qu'aujourd'hui dont on a besoin au quotidien dont toutes les entreprises ont besoin au quotidien finalement pour fonctionner. Et donc c'est ça le pouvoir de la technologie blockchain, et je pense qu'il faut, pour bien comprendre les enjeux de la transition digitale d'entreprise, il faut poser le problème de confiance en fait. Ok, mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de problématiques liées donc à la transfo digitale et en même temps à la confiance? Un exemple. Alors, je vais donner des exemples. Un exemple, c'est les premiers use cases. Quel usage de la blockchain, c'est tout ce qui est relatif à la supply chain, à la traçabilité. Donc, c'est des choses assez naturelles, parce que finalement, on a besoin de développer des solutions techniques de gestion de la supply chain. On a besoin d'avoir une confiance entre ces différents acteurs, mis en œuvre à travers un certain nombre de processus qui aujourd'hui existent, plus ou moins, en fait, de manière digitale. Donc là, c'est assez naturel de raisonner de manière transformation digitale, parce qu'on va utiliser la blockchain, finalement, pour faire des choses beaucoup plus simples et moins chères, pour résoudre de fait une problématique de confiance qui est nécessaire dans le cadre de la supply chain. Et ça, c'est un bon exemple un exemple qui est simple, parce que la base de la supply chain, c'est la confiance dans différents acteurs pour acheminer un objet d'un point A à un point B. Voilà. Donc c'est des solutions qui existent déjà, qu'on veut du coup améliorer. Par contre, les potentiels qu'on explore moins et qu'on va explorer au fur et à mesure, c'est finalement là où on n'a pas de solution technique, parce que les problématiques de confiance en fait sont tellement importantes qu'il n'y a jamais eu vraiment de solution, ou alors c'est d'autres services qui vont être créés parce qu'il n'y avait jamais eu cette confiance nécessaire pour faire l'émergence de ces services-là. Et finalement, c'est là que la technologie blockchain va permettre de créer des nouveaux services, des nouveaux use cases qui aujourd'hui n'ont pas été permis, précisément parce qu'il n'y avait pas les outils pour répondre à ces enjeux de confiance. Et du coup, je vais prendre, cette fois, pour étayer un peu ce que je dis, parce que c'est peut-être encore un peu obscur, je vais prendre un deuxième exemple dont je voulais parler. C'est justement l'exemple du cas d'usage sur lequel on travaille au niveau automobile. C'est cette notion de passeport du véhicule qu'on a
quand nous on travaille depuis le début en réalité, hein, au sein d'Eniblock, depuis près de 4 ans, si finalement la base, c'est la création d'un passeport décentralisé qui est finalement là pour rétablir une certaine confiance entre tous les acteurs de l'industrie automobile, que ce soit les acteurs directement liés à la construction et la mise en œuvre du véhicule, donc les réparateurs, les constructeurs, etc., mais aussi les acteurs de service, type les assureurs. Et finalement, la confiance dans le véhicule, et plus précisément dans le cycle de vie du véhicule, c'est la confiance sur les données. Et en fait, on a commencé, nous, à travailler sur ce sujet-là, en s'attaquant à un sujet, c'est la confiance sur la donnée de kilométrage. Aujourd'hui, en Europe, on a 15 à 20% des véhicules qui font l'objet d'une fraude au kilométrage. Sur le second marché. Sur le second marché, enfin, non, le premier marché ou le second marché. Alors que la voiture, elle est vendue, oui, quand on veut la revendre, quand on la revend. Ou même quand on veut bénéficier de services, etc. Enfin, on peut faire... on peut trafiquer le compteur. On peut trafiquer le compteur, voilà, pour effectivement la première raison qui nous vient, c'est évidemment pour la revente, mais ça pourrait être aussi pour bénéficier de services qui sont liés à la valeur du véhicule, en fait, à son nombre de kilomètres, etc. Okay. Et donc il n'y a pas de solution magique, en fait, pour résoudre ce problème-là jusqu'alors. C'est-à-dire qu'on ne peut pas verrouiller ce compteur de manière à ce que personne n'y ait accès, en fait. Il suffit d'ouvrir sous le volant, j'imagine, on passe, il y a une trappe et on peut modifier. Exactement, il n'y a pas de solution, qui permet de complètement... en tout cas, il y a toujours j'imagine, des mécanismes qui permettent d'éviter de le faire facilement, mais il y aura toujours des petits malins qui vont réussir à le faire. Et en fait, le sujet n'est pas tant d'éviter de le faire, le sujet est plutôt de détecter le fait que quelqu'un l'ait fait. En fait. Ah oui. Et en fait, cette problématique-là n'a jamais pu être traitée. Pourquoi ? Parce que la gestion de votre véhicule, finalement, c'est assez fragmenté. Finalement, vous allez acheter votre véhicule chez votre constructeur préféré, ensuite vous allez faire chez votre réparation, chez votre réparateur préféré, puis un autre. Il y a une très grande fragmentation finalement de l'écosystème qui fait que c'est extrêmement compliqué finalement d'avoir cette traçabilité de bout en bout ce suivi exactement du cycle de vie et donc de la valeur du kilométrage. Et donc de fait, il n'y a pas de solution pour parer finalement à la fraude au kilométrage. Sauf justement en créant une solution décentralisée qui va venir associer l'ensemble des acteurs de la chaîne en faisant ce suivi de kilométrage, en traçant l'ensemble des évolutions du kilométrage et en intégrant ça dans ce qu'on appelle le passeport du véhicule. Qui est en fait le NFT. Ni moins qu'un NFT en réalité. Et qui est intégré dans la console de la voiture, il est intégré Alors, non, absolument pas. L'idée c'est que ça soit plutôt intégré, accessible via une application. Okay. Voilà, en fait c'est ça. Si on rentre sur les éléments un petit peu plus techniques, tout est NFT, finalement ce qui fait la valeur d'un NFT, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. D'accord ? C'est les métadonnées qui caractérisent l'émetteur du NFT et puis un certain nombre de caractéristiques qui font la valeur finalement le numéro de série. Le numéro de série. Donc par exemple la carte qui a Mbappé sur Sorare, ce qui fait sa valeur, c'est qu'elle est émise par Sorare, qui a les droits du Paris Saint-Germain, et ensuite il y a une carte black, je ne sais quoi, qui fait que c'est la carte unique qui vaut très cher. En fait, tout ça, ce sont des métadonnées qui ne sont pas directement sur le NFT, qui sont associées, qui pointent, le NFT vient pointer sur ces métadonnées, qui sont stockées sur un certain nombre de serveurs. D'accord ? Mais sur le NFT du véhicule, le passeport du véhicule, c'est exactement la même chose. On va créer un passeport du véhicule qui va être un NFT qui va être dans la blockchain, qui va venir pointer vers des métadonnées qui caractérisent le véhicule. Et donc, bien évidemment, une des métadonnées est le kilométrage. Mais comment je sais ? Donc, si moi je roule... Et donc les métadonnées, en fait, elles s'automatisent, enfin, elles se mettent à jour automatiquement en fonction du nombre de kilomètres que je fais ? C'est le but de ce type de NFT sur lequel on est en train de travailler. C'est effectivement pas les NFT tels qu'on les voit aujourd'hui, où c'est des données assez statiques, finalement. Il n'y a pas de notion d'évolution des métadonnées. Sur des choses sur lesquelles nous on travaille, et des choses sur lesquelles aussi qu'on verra apparaître dans un futur proche, des NFT dont les métadonnées vont évoluer. Ça s'appelle un dynamique NFT, c'est ça, un DNFT. Ouais, tout à fait, ça peut s'appeler comme ça. Et donc, typiquement pour ce type de passeport du véhicule, c'est ni plus ni moins qu'un NFT qui va pointer vers des métadonnées qui caractérisent la valeur du véhicule, donc le kilométrage. Ces métadonnées, très concrètement, elles sont sur des serveurs des différentes parties prenantes, comme à un moment donné le constructeur, un autre moment le réparateur, ou une autre donnée chez l'assureur, etc. Et la valeur du NFT, c'est qu'elle va, lui seul, va pointer vers
toutes ces données-là. Lui seul va permettre d'avoir l'accès à ces données-là. Ce qu'on appelle, par exemple, dans le jargon, tout ce qui est token gated, c'est le fait d'avoir un NFT permet d'accéder à des services ou à des données. Et c'est typiquement ce genre de choses qui va être rendu possible. Le détenteur du NFT, c'est le détenteur du véhicule. Ouais. C'est lui seul qui, finalement, grâce à la détention de ce NFT, aura accès à ces données-là, comme le kilométrage, qui sont, soit dit en passant, des données à caractère personnel. Mais que je comprenne bien, le kilométrage, il est encodé par qui dans les métadonnées ? Il est encodé par ceux qui, aujourd'hui, collectent la valeur de kilométrage. Aujourd'hui, c'est des choses qui existent déjà. Par exemple, pour revenir sur le cas d'usage, on a un peu rentré dans tout ce qui était technique blockchain. Pour revenir sur le cas d'usage, finalement, quand vous avez un véhicule, il y a le kilométrage qui évolue, etc. Ce qui permet de tracer le kilométrage aujourd'hui dans les différents systèmes d'information, sans même parler de blockchain, en fait, c'est le fait que soit c'est un véhicule, ce qu'on appelle connecté, c'est-à-dire qu'il remonte il envoie tout seul la data au serveur, par exemple, de votre constructeur favori régulièrement pour mettre à jour le kilométrage. C'est sûr. Donc ça, c'est pour les nouveaux véhicules. Une Tesla, par exemple, c'est évident. Une Tesla, en permanence. En permanence. Ouais. Mais pour le parc actuel, pour la majorité, 99%, je pense, des véhicules qui ne sont pas connectés, c'est tout simplement quand vous allez chez votre réparateur. Exact. Quand vous allez chez votre réparateur, le réparateur il va brancher un petit outil de diagnostic qui va venir collecter toutes les données, dire voilà, j'ai fait la vidange de Madame Michu, kilométrage 15 000, etc. Et c'est là qu'il y a entre guillemets un timestamp, voilà, à tel moment, il y a voilà les données du véhicule. Okay. Mais il faudra que le réparateur, lui, il faudra que son outil de diagnostic soit connecté d'une manière ou d'une autre à la blockchain. Alors ça, effectivement, si on revient sur l'aspect blockchain, c'est précisément tout l'objet de ce sur quoi nous on travaillé, c'est travailler sur ce concept de NFT et les métadonnées qui se connectent justement au système d'information actuel des parties prenantes pour finalement non pas récupérer la donnée, parce que le sujet n'est surtout pas de récupérer la donnée quand on parle de NFT, parce que c'est là où le bas blesse quand on parle d'industrie, c'est qu'on va pas aller récupérer les données, c'est tellement sensible, les données on les laisse là où elles sont. On va venir pointer vers ces données-là. Et donc le NFT dans la blockchain, il va avoir de la valeur parce qu'il va venir pointer vers des données qui sont chez Stellantis, chez Volkswagen, etc., qui vont donner de la valeur. Et ensuite, le NFT lui-même, il aura un certain nombre de mécanismes type de contrôle d'accès, gestion de la réglementation RGPD pour donner accès aux données suivant un certain nombre de conditions. Est-ce que le propriétaire du NFT le souhaite bien, parce que c'est avant tout lui qui doit décider, hein, c'est des données à caractère personnel, c'est avant tout lui qui décide. Oui, déjà tu nous apprends qu'un kilométrage c'est une donnée à caractère personnel. Moi ça je l'ignorais. Pour moi c'est un caractère qui n'a rien à voir avec mon identité, le nombre de kilomètres que je fais. Mais effectivement quand on y pense, finalement ça donne des indications sur mon mode de vie. Si je fais beaucoup de kilomètres tous les jours. Ouais. C'est vrai que moi aussi j'ai appris ça en travaillant sur ce projet-là. Effectivement, beaucoup de données de manière indirecte, beaucoup de données d'usage du véhicule sont des données à caractère personnel parce que on peut ce qu'on appelle inférer le comportement de la personne et le lien avec son identité, etc. Donc c'est une donnée à caractère personnel. Donc c'est d'autant plus compliqué du coup de créer ce type de NFT, de gérer ce type de NFT parce qu'encore une fois, la valeur du NFT, ce sont les données. Et donc les données soumises à la réglementation RGPD, il faut appliquer même quand c'est un NFT, il faut appliquer la réglementation RGPD. Oui, bien sûr. Ouais, donc c'est beaucoup d'enjeux, parce qu'on va faire le lien avec l'assurance. Je vois pointer l'intérêt de l'assurance là-dedans. Oui. Et sans compter donc toutes les parties prenantes à la vie du véhicule, donc les réparateurs, le carrossier, le garage d'origine, le concessionnaire, tous ces gens-là doivent avoir les outils pour modifier les métadonnées du NFT, en tout cas agrémenter les nouvelles données, mettre à jour, les métadonnées. Ça se fait de manière, c'est ça je pense que j'ai peut-être pas bien expliqué, l'idée c'est que ça ne change absolument pas la façon dont ça fait aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, vous allez chez Noroto, ils ont tous ces acteurs-là ont plus ou moins déjà des systèmes d'information qui leur permettent de récupérer les données et de les manipuler d'une manière ou d'une autre. Et ça, on ne va pas changer. La seule chose qu'on fait, c'est se connecter à ça pour pointer vers la donnée. Et en fait, la seule chose que les NFT va être capable de faire, c'est de dire, ok, moi je sais vous dire, la donnée de kilométrage, la dernière donnée de kilométrage du véhicule de Madame Michu, elle se situe chez Midas à Bruxelles, parce que c'est la dernière fois qu'il a fait ça, par exemple son entretien, etc. Et donc si vous voulez récupérer la dernière donnée de kilométrage, elle se trouve là-bas. Et le NFT pointe vers cette donnée. Mais comment le NFT va savoir ça? Comment le NFT
qui est un token, n'oublions pas, un token qui tourne sur une blockchain comme Ethereum par exemple. Donc c'est un token qui a été quand même codé par un smart contract, donc il y a quand même du logiciel qui a défini ce qu'était le NFT. Mais à un moment donné, il faut que le NFT, pour qu'il sache que le véhicule a été contrôlé par Midas Bruxelles, il faut que ce NFT, donc la blockchain, soit au courant de ce qui s'est passé chez Midas en fait. Absolument. Donc il faut qu'il y ait un lien, une connexion informatique. Absolument. Il y a une connexion informatique entre toutes le système qu'on développe et les serveurs de données des différentes parties prenantes. Et donc, disons que directement, dès lors qu'il y a une modification de la donnée, on va le savoir et on va venir finalement mettre à jour le bon pointeur du NFT vers la bonne donnée. Ah oui, donc c'est AnyBlock qui finalement... Exactement, et c'est surtout pas l'inverse, c'est surtout pas... Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est ça qu'on dit qui n'est pas scalable, c'est de devoir modifier les systèmes d'information de tout le monde. Ça, c'est pas, on ne peut pas le voir comme ça. Donc AnyBlock agit comme un tiers de confiance, finalement, pour récupérer l'ensemble des données des garagistes, voilà. Et AnyBlock va... On ne récupère pas les données. Alors ça, ne récupère pas les données. Vous êtes intermédiaire de transfert, enfin, vous aidez au transfert de données vers la blockchain. Finalement. On va venir développer une solution qui va venir s'intégrer avec des différents serveurs. Et avec des mécanismes qu'on a développés, on va venir tracer et détecter tout changement, toute mise à jour finalement, ou manipulation, pas forcément en mise à jour, mais ça peut être en lecture, en consultation d'une donnée. Mais vous êtes tiers de confiance. D'ailleurs, c'est bien, je pense pour ça, vous devez déposer un dossier RGPD pour avoir une sorte d'agrément, j'imagine. Donc l'industrie, oui, je comprends. Alors, on est tiers de confiance. Là, on rentre après dans des subtilités. Nous, on est avant tout provider de technologie. Ouais. On va fournir une technologie qui pourrait très bien être opérée par quelqu'un d'autre que AnyBlock, qui pourrait très bien être opérée par une communauté liée à l'écosystème automobile. Parce qu'elle est open source, j'imagine. Elle est open source. C'est-à-dire que tout le monde peut voir comment c'est développé, ou j'imagine que c'est libre d'accès, enfin... Non, elle n'est pas forcément open source, c'est que tous les mécanismes qu'on développe peuvent s'envisager exclusivement dans les smart contracts de la blockchain, et la gouvernance peut être complètement gérée, ce qu'on appelle de manière décentralisée. Ça ne doit pas forcément reposer sur un tiers de confiance. Ça peut reposer sur un tiers de confiance. C'est une question, de choix d'implémentation, finalement. Mais ça peut se faire aussi de manière complètement décentralisée, basée sur un NFT et des smart contracts qui vont justement réaliser ce type de service. D'accord. Donc Charles, au début de podcast, tu nous parlais de transformation en entreprise, mais là, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est la transformation d'un secteur entier, voire même de plusieurs secteurs interconnectés. Donc là, tu me parles de la transformation du secteur automobile et par ricochet, le secteur de l'assurance. Mais donc, c'est énorme, en fait. Ouais, en fait, si on essaie de le présenter autrement, c'est utiliser finalement la blockchain et les NFT comme finalement un moyen pour partager des données au sein d'un écosystème entre différents acteurs qui ne sont pas forcément confiants, qui sont parfois aussi, qui veulent collaborer mais qui sont parfois aussi concurrents. Hein, donc, comme par exemple un constructeur automobile et aussi réparateur. Quand on a un constructeur automobile comme Stellantis, qui est avant tout vu comme un constructeur automobile, ils sont aussi des réparateurs. C'est quoi Stellantis? Stellantis, c'est la groupe qui détient toutes les marques comme Peugeot, Citroën, maintenant Fiat, etc. Donc c'est avant tout un constructeur pour le commun des mortels et c'est leur principale activité, mais c'est aussi un réparateur qui est concurrent de Midas ou Noroto. Exact. Donc c'est ça le sujet. Donc on en revient au sujet initial qui est la confiance, c'est qu'en fait il y a un besoin initial d'acteurs d'écosystème de se partager des données, d'accord ? Sauf qu'il n'y a pas de confiance, il y aura naturellement jamais de confiance parce que c'est des acteurs qui veulent collaborer mais qui sont en même temps concurrents. Il y a des conflits d'intérêts. Et il y a des conflits d'intérêts. Et il y a des assureurs qui veulent avoir des données qui sont en même temps intéressés par la donnée mais ils sont aussi concurrents entre eux. Voilà, donc l'intérêt ici de la blockchain et NFT, mais d'abord de la blockchain et dans ses principes de confiance centralisée, c'est de permettre finalement cet échange de données au sein d'acteurs en créant de la confiance, non pas basée sur un tiers qui est un parmi les autres, ou un tiers qu'on aurait créé, qui de fait aurait posé beaucoup de questions en fait, de qui est-ce que fait ce tiers, pourquoi un nouveau tiers technologique, qui est-ce qui le régit. Ça pose des questions extrêmement compliquées qui certainement expliquent aussi pourquoi ça n'existe pas aujourd'hui, parce que les questions sont certainement trop compliquées par rapport à la valeur qu'on essaye ou la problématique qu'on essaie de résoudre. Alors que là, naturellement, comme c'est les principes même de la blockchain de faire ça, le coût il est faible pour mettre en œuvre ça.
par contre, le potentiel de valeur, il est énorme. En fait. Oui, il y a l'exemple dans le luxe, hein, j'imagine, tu connais la blockchain Aura. Absolument. C'est exactement ce type de choses. D'ailleurs, j'ai une question pour toi par rapport aux blockchains publiques et privées. Alors, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, blockchain publique, typiquement, c'est la plus grande, c'est Ethereum, par exemple, qui est une blockchain à laquelle tout le monde peut participer dans le monde entier. Ça, c'est public. Il y a des validateurs à travers le monde. Enfin, il y a des millions de gens qui aident à entretenir Ethereum. Donc ça, c'est public. Mais on peut tout à fait faire une blockchain privée. C'est ce qu'ont fait le groupe Richemont dans le luxe et le groupe LVMH, qui sont deux grands concurrents dans le luxe, mais qui ont décidé de travailler ensemble pour certifier les objets de luxe, hein, les sacs Prada, etc. Lutter contre la contrefaçon. Voilà, lutter contre la contrefaçon dans les montres aussi, Breitling en fait partie. Et donc ils ont fait cette blockchain privée. Mais moi je pense pas que ce soit un modèle pérenne, je pense qu'à terme on pourrait aller vers... Ils auraient pu s'intégrer directement sur Ethereum par exemple. Alors disons que la blockchain privée ne permet pas d'aller au bout de du potentiel de la blockchain. Donc ça apporte déjà des réponses, et c'est une étape qui est aussi moins coûteuse et plus simple aussi à appréhender, etc. Ce qui explique, et puis aussi plus simple à appréhender, parce qu'en fait quand on est sur une blockchain publique, on est aussi sur un changement de paradigme, et donc c'est pas les sujets sont pas vraiment simplement que techniques, ils sont aussi un sujet d'acceptation finalement, de changer les modèles, changer nos modèles existants, voilà. C'est-à-dire de maîtriser la solution, de maîtriser la gouvernance de la solution. Ouais. Quand on est sur une blockchain publique, on ne maîtrise pas directement la gouvernance. Voilà. Donc on utilise quelque chose, une technologie qui est développée et maintenue par des tiers à son profit, mais on n'a pas créé quelque chose dont on a la maîtrise, voilà, ce qui est le propre de la transformation digitale. Ni la propriété, puisqu'une blockchain privée, tu en as la propriété. Alors, en tout cas, on a la propriété de la solution dont on a développé sur la base de la blockchain privée. Ouais. Voilà, parce que là, on peut... Oui, on peut nuancer. Ouais, on peut nuancer, parce qu'on n'est jamais vraiment propriétaire de la technologie qu'on utilise, mais on est propriétaire de la solution. Alors que quand on est sur une blockchain publique, on n'est même pas forcément propriétaire de la solution. Exact. Donc c'est aussi plus compliqué d'accepter aussi de ce changement de modèle. Ok, mais c'est intéressant, tu parles de freins mentaux, de freins psychologiques presque. Pas que psychologiques, c'est aussi en termes de façon de penser son propre business en fait. Ça, c'est la blockchain, comme je le dis aussi souvent, c'est systémique. Ça change complètement la façon dont on voit son business. Voilà. Et donc c'est pour ça que la façon naturelle d'adopter quand on est en entreprise la blockchain, c'est de commencer par la transformation digitale qui par essence c'est pas quelque chose de disruptif, c'est une amélioration continue en fait. Ouais. Et donc l'amélioration continue, c'est utiliser les blockchains privées avant tout. Et l'amélioration continue par rapport à ces cas d'usage là, c'est de la traçabilité, c'est résoudre des problématiques vraiment qui nous pose vraiment problème et qui nous fait générer des gains importants. Donc typiquement ce qui a été effectivement fait par les groupes de luxe avec la traçabilité des objets de luxe sur la base de blockchain de consortium. Mais le fait de le faire en blockchain publique aurait permis de faire la même chose, mais de faire davantage en fait. C'est-à-dire de l'ouvrir à l'écosystème, par exemple créer un NFT comme on l'a fait sur du véhicule pour représenter finalement cet objet. Un NFT ça a de la valeur. Et si on est sur une blockchain publique, on va être capable du coup d'accéder demain à des mécanismes de DeFi. On va prêter son NFT en contrepartie d'argent qu'on va pouvoir utiliser. La DeFi, rappelons, c'est la finance décentralisée. Exactement. Donc la possibilité d'en faire un objet financier. Exactement. Donc un NFT de votre véhicule, vous avez une Ferrari pour prendre un véhicule qui a beaucoup de valeur. Même, je n'ai pas de Ferrari, j'aimerais bien en avoir, mais voilà. Ça va venir. Ça va venir, j'espère. Non, si vous avez un NFT qui représente cette Ferrari, du coup ça a de la valeur. C'est un NFT qui est ce qu'on avait backé par un asset réel, et donc d'un point de vue mécanisme de finance décentralisée, on pourrait tout à fait imaginer des services où on va venir mettre ce qu'on appelle en collatéral son NFT parce que ça a de la valeur pour obtenir de la liquidité. Et utiliser cette liquidité pour faire... Et où est ta Ferrari alors ? Comment ? Et où est la Ferrari ? La Ferrari n'est pas, pas impliquée par le NFT. On parle bien du NFT carte d'identité du véhicule. Mais ce que tu veux dire, c'est que cette carte d'identité va avoir de la valeur parce que le véhicule, progressivement, dans l'esprit des gens, on ne pourra plus acheter de véhicules seconde main
sans le NFT carte d'identité finalement. Plus de montres non plus d'ailleurs. Ouais, plus de montre. Parce que le NFT, c'est l'avatar ou la représentation digitale de son sous-jacent dans le monde réel. Ah oui, c'est ça. Okay. Et donc forcément, ça a de la valeur. Si on parle de métaverse, si vous voulez demain faire une extension de votre vie réelle dans le métaverse, vous avez votre NFT de votre Ferrari dans le monde réel qui sera unique dans le métaverse et ça aura mécaniquement une valeur. Parce que ça représentera une vraie voiture dans le monde, dans le métaverse, vous voyez. Est-ce que je suis bien en train de comprendre ce que je comprends? C'est-à-dire que si j'achète vraiment une Ferrari, alors j'ai le vrai NFT d'une vraie Ferrari physique, qui va être reconnu par le métavers, où je vais aller m'amuser par exemple, ou chatter avec des gens, et dans lequel métavers je pourrais amener le NFT qui est représenté par la vraie Ferrari. Ce qui veut dire que mes amis dans le métavers me diront « Ah mais si tu as ce NFT là, ça veut dire que tu as vraiment la Ferrari physique. » Exactement, et c'est déjà, nous, un certain nombre de clients travaillent déjà sur ce genre de choses. Si je prends des objets moins luxueux que des Ferrari, si je prends les montres de luxe, nous on a un travail avec un client qui revendent en seconde main des montres de luxe et qui vont permettre d'acheter sur leur site web des montres en seconde main et également le NFT. Pour dire, j'ai l'objet réel, mais j'ai également le NFT qui va avec. Oui, je comprends. Et demain, ça sera j'ai l'intime conviction que ça sera évident. On ne pourra plus acheter un objet, à fortiori un objet de luxe, sans avoir le NFT avec, en fait. Parce qu'on voudra avoir sa montre autour du poignet ou sa Ferrari dans la rue, mais on voudra également avoir l'équivalent dans le métaverse. Okay. Et qu'on aura acheté 150 000 $ une Ferrari, on peut quand même avoir l'équivalent NFT dans le métaverse. On va pas en plus payer 150 000 $ la Ferrari dans le métaverse, vous voyez. Mais attendez, parce que là je vous laisse parler depuis 3 minutes et vous vous égarez pour parler Ferrari. Moi, je voudrais revenir à ce que tu as dit sur les entreprises. Qui m'intéresse vraiment, c'est que tu nous dis là qu'en fait la blockchain, c'est pas une fracture dans la transformation digitale des entreprises, c'est juste la suite logique, c'est la continuité de leur transformation digitale en fait. C'est ça que tu as dit? Non, j'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit que ça peut être la continuité. C'est la continuité dans la façon aujourd'hui dont c'est pris par les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas forcément changé la façon dont ils voient la transformation digitale comme quelque chose qui est plutôt une amélioration continue que disruptif. Donc aujourd'hui, ils voient la technologie blockchain comme un outil parmi un autre, comme l'intelligence artificielle, comme le digital en général, pour résoudre des problématiques liées à l'amélioration de leurs process et de leurs services. Okay. C'est pour moi la transformation digitale telle qu'on la voit dans les entreprises, qui n'est pas disruptive. Alors que la blockchain, à la base, publique, la blockchain vraiment telle que ça a été créé, c'est vraiment profondément disruptif. C'est profondément disruptif au sens même systémique, c'est-à-dire pas simplement sur les services, les produits en tant que tels, mais aussi sur le business model même, en fait, et l'écosystème, et la façon dont ça disrupte l'écosystème. Et ça les fait pas paniquer. C'est en ça que je dis que c'est systémique. Oui. Et ça, quand les entreprises viennent vous voir, AnyBlock, quand les entreprises arrivent chez vous, donc chez AnyBlock, avec une demande de transformation blockchain, ou d'injecter de la blockchain dans ses process, et qui commencent à comprendre le principe de la décentralisation, ça les fait pas paniquer? Si, alors... Souvent, on passe toujours par un peu ces mêmes étapes qui sont on veut essayer de résoudre une problématique telle qu'on l'a identifiée avec la blockchain. Pourquoi la blockchain? Effectivement, souvent quand c'est vu comme ça, moi aussi je me pose parfois la question pourquoi la blockchain, parce que c'est parfois une enclume pour écraser une mouche. Et parfois ça a du sens, parce que finalement c'est une question de ROI, c'est est-ce que c'est la bonne technologie pour le bon problème, et il se trouve que parfois oui, parfois non. Et puis quand on tire la pelote de laine, en fait, on se dit oui, mais en fait, on va être capable de faire beaucoup plus que ça, en fait. Et pourquoi on verrait pas les choses complètement différemment? Et c'est exactement comme le cheminement qu'on a fait, parce que maintenant, moi, je vous dis les choses de manière peut-être avec un peu d'évidence, mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça s'est construit de manière itérative, l'histoire du passeport du véhicule. D'abord, on a utilisé la blockchain pour résoudre une problématique. On a commencé évidemment, comme tout le monde, par utiliser une blockchain privée, parce qu'on s'est dit, il y a des acteurs de l'automobile, on va faire une blockchain privée, on peut retraiter le kilométrage, etc. Et puis chemin faisant, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on utilise une blockchain privée? Pourquoi on ne peut pas utiliser une blockchain publique? Parce qu'en plus, le passeport de véhicule, ça pourrait être un NFT, et en fait, les NFT, ça pourrait être beaucoup plus que simplement un passeport du véhicule qui permet d'échanger des données, ça peut être aussi, comme je disais, l'avatar du véhicule dans le métaverse.
Vous voyez, c'est comme ça, en fait, que c'est fait le cheminement intellectuel qui nous a fait dire sur cet exemple-là, bah finalement la blockchain c'est beaucoup plus que ce que ça permet de faire de prime abord. Parce qu'au début vous étiez axé, et c'est légitime, vers ce qu'on appelle du B2B, de business to business. Donc quand tu parlais de chaîne d'approvisionnement, la supply chain, c'est typiquement quelque chose qui est vraiment dans le dur des entreprises. C'est, moi j'ai un équipementier, donc dans l'automobile il y a des équipementiers qui doivent me livrer un pare-brise. Ce pare-brise on va le mettre sur une blockchain, on va l'horodater. Comme ça je sais que le pare-brise, voilà son trajet, je sais qu'il est arrivé à 15h à l'usine. Bon. Et puis progressivement, je comprends, vous dites, mais finalement ce pare-brise, le fait qu'il soit traçable, ça peut aussi intéresser le consommateur quelque part. Et donc vous dites finalement le consommateur final, il devrait être impliqué dans la démarche. Et là on arrive à... Mais en fait, on arrive au NFT, donc le passeport, qui sert à tracer la voiture dans son kilométrage, dans son cycle de vie, pour peut-être même un jour, pour les voitures électriques, récupérer la batterie qui est pleine de métaux précieux. Et l'Union européenne va réglementer ça. Il faudra... déjà réglementer ça. Hein. Déjà, les constructeurs sont responsables de la récupération de la batterie après le cycle de vie, à la fin du cycle de vie. Et donc pour ça, il faut savoir où elle est. Et donc voilà, ouais, donc, et puis on arrive au NFT, comme tu dis, le NFT pour le consommateur, c'est ah oui, au moins ma voiture elle est traçable, je sais qu'on m'a pas arnaqué sur le kilométrage, et tu vas tout au bout de la démarche qui est, mais finalement cette voiture pourrait être mon double digital, tout comme j'ai mon avatar, et on arrive à l'ensemble, à concerner l'ensemble de l'écosystème. C'est ce qu'on appelle dans l'industrie le digital twin en fait, hein, le jumeau numérique en bon français. C'est évident quand on parle de NFT pour, comme je disais, des collectibles, etc., on prend l'exemple de Sorare où ça représente finalement les cartes Panini qu'on connaissait, donc finalement c'est une représentation digitale de quelque chose qui existait déjà dans le monde réel, et puis finalement comme l'usage est essentiellement digital, même l'objet physique, la carte Pokémon ou la carte de foot finalement n'a plus vraiment d'intérêt. Mais si on pousse cette logique là à tous les objets qui nous entourent, et les objets physiques, c'est le concept du digital twin, la blockchain jusqu'au digital twin, et donc l'objet du monde physique que vous avez, le véhicule est un exemple, ça vaut pour un avion, ça vaut pour un immeuble, ça vaut pour tout, aura son avatar dans le métaverse, à travers un NFT. Et ce sera une passerelle vers beaucoup d'autres usages en fait, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est un NFT, ok oui très très bien, mais c'est surtout les usages que ça permet de faire dans le métaverse, donc à travers l'accès aux métadonnées, à travers la création de services spécifiques, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses à imaginer, et en fait c'est ça qui permet aussi de comprendre, si on revient au débat initial, le potentiel pour les entreprises de ce type de choses, qui n'est pas simplement tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, ou voilà, tout ce qui peut faire un peu le buzz, mais au-delà du buzz il y a des vrais sujets de transformation. Exact. Et tu peux expliquer le lien avec les assureurs, puisque ça va sans dire, mais peut-être qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Tu penses qu'à un moment donné les assureurs vont exiger d'avoir accès aux données pour pouvoir continuer à assurer la voiture sur le second marché ou le troisième marché? Je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'à exiger. En tout cas, ce qui est évident, c'est pour eux voir le potentiel de ce type de solution. Si ils avaient assez facilement accès via le NFT finalement à une donnée précise d'un véhicule, c'est naturel de comprendre l'intérêt pour un assureur finalement, avec le développement d'assurance paramétrique basé sur des données, etc. Donc c'est ça que cherchent beaucoup à faire les assureurs actuellement. Et donc finalement d'avoir quelque chose qui est assez standardisé, c'est le principe de la blockchain et des NFT, standardisé, qui permet de représenter le passeport de tous les véhicules et d'avoir des mécanismes standardisés qui permettent d'accéder à des données moyennant de respect des règles RGPD bien sûr, forcément ils sont preneurs. Ouais. Donc l'enjeu n'est pas vraiment tant pour les assureurs, parce que les assureurs, c'est surtout à leur bénéfice. L'enjeu, il est surtout pour ceux qui fournissent les données. Justement les constructeurs, les réparateurs, tous ceux qui vont venir alimenter les données. Parce qu'eux-mêmes aussi vont être consommateurs. Et la logique aujourd'hui du business, c'est que on n'est pas dans une logique de décentralisation des données, on est dans une logique de rétention, de création d'acteurs monopolistiques qui vont venir stocker les données chez eux. Donc la façon dont aujourd'hui ça se développe les services type réparation, etc., c'est qu'en fait on va vous fournir un service de réparation moins cher ou plus personnalisé dès lors que vous venez toujours chez moi en fait. Donc en fait c'est la façon aujourd'hui dont le business, c'est normal parce qu'il n'y a pas de blockchain et il n'y a pas cette façon différente de voir les choses, mais la façon dont le business se développe, c'est qu'on crée des silos
et on fait en sorte que le consommateur, il reste chez nous en l'incitant à rester de la toujours rétention. chez nous. Exactement. Et donc nous, l'idée, c'est de dire qu'on peut avoir une autre approche qui est davantage basée sur ce qu'on a, en utilisant un mot peut-être un peu galvaudé, la coopétition. C'est-à-dire qu'on va mettre en commun des choses qui ne sont pas forcément compétitives. J'aime bien ce mot-là, coopétition, comme coopération et compétition. Ouais. On va mettre en commun des choses qui ne sont pas forcément compétitives, donc justement des mécanismes d'accès à des données, etc., pour se concentrer sur ce qui est compétitif, c'est-à-dire le service à l'utilisateur. Voilà. Mais c'est jamais bon pour l'utilisateur final de se sentir prisonnier, en fait je suis obligé d'être toujours chez Noroto pour avoir un truc moins cher. En fait l'utilisateur final, il a envie d'avoir le meilleur des deux mondes, il a envie de pouvoir aller partout. Exact. Et d'avoir le meilleur service. Exact. Et en fait c'est justement ce qu'on pourrait lui proposer avec ce type de solution. Exact. Et dans le cas de la montre, donc tu expliquais que vous travaillez avec des grandes marques horlogères, donc tu associes le NFT à la montre, donc en fait c'est les deux associés qui ont de la valeur. Donc si tu as la montre sans le NFT, elle n'a pas de valeur, et si tu as le NFT sans la montre, ça n'a pas de valeur. Donc c'est le NFT qui devient le certificat d'authentification de la montre. Mais là, la demande du client quand il arrive chez vous, c'est quoi? Est-ce que je veux que la montre continue à avoir de la valeur sur le second marché? C'est ça sa demande? C'est quoi? Alors ça dépend. En l'occurrence ici, nos clients avaient déjà une idée assez claire. Donc nous, on est vraiment là en tant qu'acteur, provider de technologie pour permettre de faire ça. Après, évidemment, on a de par toute l'expérience qu'on peut avoir sur ces sujets-là ou d'autres, parce que finalement, il y a c'est assez similaire, enfin c'est assez similaire, les cas d'usage et les secteurs sont différents, mais finalement la façon dont on utilise cette technologie-là et les bénéfices qu'on va y chercher sont les mêmes. Donc en fait, ce qu'on voit sur un secteur peut nous apporter des idées et nous aide à conseiller nos clients sur d'autres secteurs. En fait. Donc évidemment, on va les aider. Mais là, sur ce sujet-là, ça vient d'abord de nos clients qui veulent finalement émettre un NFT associé à cette montre. Après, à savoir si ce NFT, comment ils vont monétiser ça, mais ça c'est des choses qui leur appartiennent. Je sais pas s'ils ont encore défini ça, mais ce qui est intéressant, c'est que justement ce NFT, d'une part, et c'est ça l'intérêt de la blockchain publique d'ailleurs par rapport à la blockchain privée, d'une part va permettre d'assurer cette traçabilité, ce suivi, ce certificat donc on en a absolument besoin quand on parle d'un objet de luxe, et d'autre part de représenter cet objet dans le métaverse. On voit aujourd'hui qu'il y a quand même des objets purement digitaux qui s'achètent des fortunes dans le métaverse. Donc c'est naturel qu'une montre qui vaut déjà très cher dans le monde réel, son NFT vaut une certaine valeur dans le métavers. Mais en revanche, je suis persuadé que dans le cahier des charges de tes clients, qui est un cahier des charges à mon avis avec des problèmes techniques à toutes les pages, il n'y a pas forcément l'idée du métavers. Et certes, je suis persuadé que toi au final, tu arrives avec une solution sur le cahier des charges, mais tu dis, vous savez, vous avez peut-être pas pensé à tout ce que le NFT pourrait amener au consommateur. C'est évident. Donc tu deviens conseil, tu deviens agence Web3 aussi. C'est évident. On fait forcément du conseil dans le cadre de notre processus d'acquisition client, dans la façon dont on accompagne les clients. On fait forcément du conseil en partageant notre expérience. Oui, c'est évident. J'ai lu un article qui disait que le NFT, donc dans le cas de la montre, le NFT en fait permettait de garder la relation avec le client, avec celui qui a vraiment la montre, puisqu'on sait que la montre, souvent, elle est achetée pour être offerte. Et donc celui qui l'achète n'est pas forcément celui qui détient la montre. Donc c'est peut-être le client qui a payé, mais ce n'est pas le client qui détient le produit. Et donc j'ai lu quelque part que le NFT devenait l'outil de communication avec le détenteur de la montre. Donc ça devient le canal marketing de marketing personnalisé. Moi, je me pose une question technique. On avait dit qu'on ne devait pas être technique, mais vraiment, je me la pose parce que j'imagine que je ne suis pas la seule. Comment le message arrive? Via quel device? Donc, imagine que je reçois la montre, donc je reçois également le NFT dans mon wallet, et à un moment donné, arrive l'heure de faire entretenir cette montre. La marque veut m'envoyer un message personnalisé en me disant: Claudia, super, merci pour votre fidélité, on voit que vous portez votre montre, vous avez l'air de beaucoup l'aimer, il est temps de l'entretenir. Ce message arrive comment? Et donc ça veut dire qu'ils ont accès à mon comportement, s'ils savent qu'il est temps de l'entretenir. Alors effectivement, là on va rester sur les sujets un peu plus techniques, mais en fait quand vous avez un NFT, il est stocké dans ce qu'on appelle votre wallet. En fait. Donc c'est pas forcément vous directement qu'on va identifier, c'est en fait votre wallet.
Donc, dans le Web 3, votre identité, c'est votre wallet. Et donc, on est en quelque sorte, on est pseudonymisé. C'est un numéro, rappelons qu'un wallet est identifié par un numéro comme un numéro de série, 0x63, x22. Exactement. Mais finalement, ce que les marques ont besoin de savoir, c'est pas forcément qui vous êtes, comment vous vous appelez, c'est le comportement de consommation que vous avez. Voilà. Et donc ça, vous allez être capable de le retrouver à travers le wallet, qui finalement sont des adresses publiques. Donc dès lors que quelqu'un va se connecter avec son wallet sur un site marchand, on va être capable de voir ce qu'il a sur son wallet et de voir qu'il a une montre Rolex. Voilà. Donc d'une manière ou d'une autre, on va être capable de retrouver finalement le nouveau détenteur de cette montre Rolex ou de tel objet. Voilà. Et donc du coup finalement au-delà de la montre, mais ça vaut pour tous les NFT qui représentent des objets réels, d'accéder aux détenteurs en seconde main, en fait. C'est exactement le même cas pour le véhicule, soit dit en passant. D'accord. Et on va être capable d'y accéder, et donc du coup de faire un certain nombre d'actions marketing, etc., de pousser des services, etc. Et donc il y a un puits de valeur, de potentiel de service qui est extrêmement important. Mais effectivement, ça va nécessiter du coup d'accéder à ce type d'utilisateur de manière différente à travers son wallet. Voilà. Okay. Ouais, et moi je me dis que donc il y a la transformation des entreprises, il y a par ricochet la transformation des secteurs. Là on vient de parler du secteur automobile, mais il y a aussi la transformation des consommateurs, parce qu'il va falloir éduquer les consommateurs à tu revends ta montre, tu passes le wallet. Oui, alors je pense que ça va se faire de manière un peu plus globale sur l'éducation du consommateur, de l'utilisateur final, sur le Web 3 en général. Donc, et c'est typiquement, nous, sur ce type de sujet sur lequel on travaille, c'est effectivement un des gros enjeux massifs finalement du Web 3, c'est l'adoption. L'adoption, parce que le Web 3, c'est quelque chose qui est quand même... c'est un petit milieu, on en parle beaucoup, ça fait le buzz, mais ça représente quand même pas beaucoup de gens, une très faible part de la population. Et donc la grande question et le gros enjeu qu'on essaye tous d'adresser, c'est comment toucher toute cette partie de la population qui est complètement novice en tout ce qui est crypto-monnaie, wallet, etc. Oui, l'adoption massive. L'adoption massive, ça passe aussi par des solutions technologiques qui seront à destination de ces acteurs-là. Parce qu'aujourd'hui, les solutions technologiques, elles a commencé par le wallet, parce qu'un des premiers éléments de l'adoption, c'est le wallet. En fait. Et donc ça marche très bien quand on est ce qu'on appelle crypto-savvy, etc. Donc on manipule un peu de crypto-monnaie, voilà, on commence à comprendre ce que c'est qu'un wallet, et donc on peut rentrer dans les NFT, il n'y a pas de souci, mais c'est pas comme ça, mon humble avis, que c'est pas comme ça que va se faire l'adoption massive, parce que le Web3, c'est bien autre chose, et bien au-delà que les crypto-monnaies, et demain ça va être notre quotidien, dans nos usages du quotidien, quand bien même on n'utilise pas forcément de crypto-monnaie de manière directe. Et comment elle va se faire, à ton avis, l'adoption massive? Par le développement et l'intégration de technologies qui permettront de toucher directement ce qu'on appelle les acteurs du Web 2, donc les acteurs d'aujourd'hui, qui utilisent des applications comme on a tous aujourd'hui, des applications comme Uber, des applications comme n'importe quelle application que vous utilisez, avec une interface utilisateur qui est toujours la même. C'est comme ça qu'on va venir toucher ces acteurs-là. C'est en intégrant des technologies Web 3 dans une expérience utilisateur Web 2. Avec une expérience utilisateur extrêmement fluide, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Absolument. Ce qui est vraiment rebutant en fait, parce que on a affaire à des jeunes types qui montent des startups incroyables, qui sont des crypto-natives et des blockchain natives, et on a l'impression qu'ils ne sont pas digital natifs, parce qu'en fait, ils ne pensent pas à l'expérience utilisateur, ils ne pensent pas aux enjeux des algorithmes, de la trouvabilité, de l'accessibilité. C'est des gros enjeux pour le Web3. Absolument. Ouais. Oui, tout à fait. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va passer par des expériences comportementales hyper fluides. Qui sont fluides. Pas forcément plus fluides que celles qu'on connaît, qui sont finalement les mêmes que celles qu'on connaît aujourd'hui. En fait, la disparition, pour les gens, il y a l'abstraction complète. Oui, et en fait, le mot Web3 déjà porte ce sens-là. C'est qu'au-delà de cette signification, le fait d'utiliser le terme Web3 ou Web2, ça signifie bien ça, c'est qu'en fait, dans l'expérience utilisateur web,
on va retrouver ces fondamentaux du Web3. Ouais, mais sans forcément radicalement changer la façon dont ils utilisent des applications. Bien sûr. Alors qu'avant, utiliser blockchain, c'est un nom d'une technologie. Okay, comment je mets la technologie dans l'application, dans la web, etc. Voilà, tout de suite, le fait d'utiliser blockchain ou Web3, même si on ne peut pas strictement les comparer, mais dans le langage courant, je veux dire, ça montre bien qu'il y a quand même une évolution dans l'adoption. C'est qu'il y a une prise de conscience sur le fait qu'il y a en cours une adoption massive en fait, de la technologie blockchain. Oui, si on part du consommateur, on se rend compte qu'il y a un gros impact sur les comportements des gens. Ce sont les smartphones qui ont eu un gros impact sur le comportement des gens. Donc on sait aujourd'hui, il suffit de regarder les gens dans le métro, dans la rue, plus personne ne regarde où ils marchent, tout le monde regarde son écran. Donc tout se fait à travers le téléphone. Mobile first, tout est mobile first. Et ça ne va pas changer. Et ce n'est pas la blockchain qui va changer ça. Et donc c'est à la blockchain de s'adapter à ces comportements mobile first, en fait. Alors, absolument. Moi j'aimerais te poser une question. Alors moi je suis assez surpris, agréablement surpris qu'on parle d'adoption massive. Moi c'est nos sujets. On s'appelle NFT Business aussi parce qu'on pense que le NFT va être le véhicule de popularité, disons, de prise de conscience de l'intérêt du Web3. Mais alors AnyBlock, vous êtes interrogé par des grands comptes aussi, je crois même dans l'aéronautique. Et dis-nous, ça m'intéresse beaucoup de savoir, est-ce que ces gens-là, ces grands comptes, vous disent, nous, notre préoccupation, c'est l'adoption massive, donc aidez-nous à ce que nos solutions soient répandues auprès du plus grand nombre, ou pas ? Non, pas forcément, parce que alors nous on a nos clients sont des grands comptes, des PME, des startups, donc c'est ça qui nous permet d'avoir cet avantage d'avoir un panorama un peu global en fait et qui témoigne bien finalement de la différence d'adoption entre ces types de sociétés. Donc les grands comptes, ils vont plutôt être dans une logique de transformation digitale. Et donc pas forcément de création de nouveaux services disruptifs. Et donc ils ne se portent pas forcément de l'adoption parce que la blockchain, ils la mettent dans leur processus existant pour l'améliorer des choses, réduire les coûts, faire les choses de manière plus efficace, plus performante, etc. Après, quand je parle d'adoption, je parle plutôt de tous ceux qui veulent créer de manière native des applications qui utilisent le Web3. Voilà, c'est plus des PME, des startups, alors, mais qui cherchent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas forcément ce qu'on appelle des Web3 builders ou ceux qui veulent développer des applications Web3 pour des crypto-sévies, etc. C'est ceux qui sont des entrepreneurs, qui ont une certaine expérience, une très forte connaissance de secteur dans lequel ils sont. Ils ont compris finalement le potentiel business du Web3. Mais ils savent qu'ils ont besoin de s'adresser aux utilisateurs d'un secteur donné, qui à 90% ne sont pas crypto-savvy. Et donc eux-mêmes portent ces enjeux-là, en fait, de création d'une application basée sur des NFT, basée sur plein de trucs, mais par contre il y a un enjeu d'adoption. Et donc c'est ça qui nous a permis de confronter justement à ces enjeux-là et de nous permettre aussi de proposer des solutions et de développer des technologies qui permettent... mais c'est avant tout les entrepreneurs aujourd'hui qui demain progressivement ça va aller vers les entreprises, et j'appelle ça de mes voeux parce que c'est ça le potentiel de la blockchain. Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc c'est les entrepreneurs qui eux veulent l'adoption massive et les très grands comptes qui eux veulent rationaliser les coûts dans la supply chain, optimiser, etc. Donc eux ils vous demandent des solutions vraiment robustes pour mieux dialoguer avec leurs sous-traitants, etc. On est d'accord. Et là la blockchain peut agir, sauf que il y a déjà eu en 2017, tu dois te souvenir, 2017-2018, il y a eu la folie des blockchains. Toutes les entreprises voulaient de la blockchain partout, alors que parfois on leur disait mais mettez une base de données, même centralisée, ça suffira largement. Et ils disaient ah bah oui c'est vrai que finalement oui on n'a pas besoin de blockchain. Parce que comme tu dis la blockchain c'est pas tellement pour poursuivre le business as usual, c'est plutôt pour un peu changer son fusil d'épaule et peut-être changer sa vision du business en fait. Oui, mais là on en revient. On en revient, mais même moi, on en revient toujours à ces questions-là, effectivement, quand on est sur le sujet de pure transformation digitale. Pourquoi on ne peut pas le faire sans blockchain ? Et en fait, la réponse, c'est de comprendre que la technologie blockchain, c'est de manière native, elle apporte de la confiance. Donc si on a déjà soit le problème de confiance qu'on veut résoudre, il se résout très simplement en mettant un fichier Excel, une base de données, etc. On ne va pas prendre une enclume pour écraser une mouche, d'accord ? Soit quand la confiance est déjà là, de facto elle est là. Donc ou soit la confiance est déjà là, on n'a pas besoin de mettre, on n'a pas besoin de mettre la blockchain, si ce n'est pour réduire les coûts, parce que la confiance est déjà là, mais à des prix importants, un prix important parce qu'on a développé, on maintient une solution technique, etc. Donc, mais en fait l'enjeu il est là, l'enjeu il est de ROI, en fait, le ROI de la technologie blockchain par rapport à une autre solution existante ou pas, en fait. Donc c'est pas
techniquement on peut faire autrement que la blockchain, donc ça n'a pas de sens. Non. C'est est-ce que la blockchain, elle est moins coûteuse qu'une autre solution. Et souvent, en fait, quand on est vraiment sur des gros enjeux, c'est pour ça que sur le sujet de logistique, c'est évident que c'est moins coûteux. Ouais. Parce que les enjeux sont énormes. Et les acteurs, il y a myriades d'acteurs, et les coûts de solutions logistiques sont extrêmement importants. Donc c'est juste évident, en fait, de se dire qu'une solution de blockchain, c'est beaucoup moins coûteux. Quand on veut faire un truc entre soi, entre deux acteurs qui se connaissent bien, ok, on se pose plus la question. En fait. C'est aussi une solution quand tu ne maîtrises pas toutes les personnes sur la chaîne, la supply chain. Par exemple, je pense au traçage du cobalt. Comment tu contrôles ton acteur en Afrique qui extrait le cobalt alors qu'il est un Xème sous-traitant? Est-ce que là, la blockchain est une technologie évidente pour aligner tout le monde? Ouais, mais alors ça c'est un exemple intéressant parce que nous on a été aussi confrontés à des sujets de traçabilité du cacao. Ah oui. Mais en fait, alors c'est une très bonne question parce que ça dépend aussi de où se pose le problème de confiance. Si le problème de confiance il est sur celui qui va récolter la fève de cacao, bah c'est pas la technologie blockchain on va pas mettre une blockchain pour remplacer celui qui récolte. À un moment donné, il y a forcément sur des sujets de supply chain, il y a forcément des interventions humaines qu'on va pas pouvoir remplacer. Si tout est robotisé, oui. La blockchain vient sur le système d'information. Mais s'il y a des manipulations humaines, de manutention humaine, cacao ou n'importe quoi, on va pas pouvoir changer ça. En fait, c'est le principe dans ce qu'on appelle la blockchain, le principe d'oracle. On a besoin d'avoir des acteurs externes à la blockchain, dignes de confiance, qui vont nous qui vont informer sur les données en fait, qui vont donner cette confiance sur les données qu'on va intégrer dans la blockchain. C'est cette notion d'oracle en fait. Et donc c'est des choses qui sont hors blockchain, qu'on peut pas mettre dans la blockchain, parce que soit c'est dans le cas réel, ça nécessite une intervention humaine, ou par exemple c'est comme l'heure, l'heure aujourd'hui, on va pas mettre l'heure dans la blockchain, il suffit d'avoir un oracle qui nous certifie que c'est la bonne heure en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même des cas particuliers. Nous, on avait été en contact avec on a été approché par un diamantaire qui voulait injecter de la blockchain pour optimiser sa supply chain, et il avait appelé une boîte justement pour travailler sur la traçabilité, et s'était rendu compte qu'il pouvait pas garantir à ses clients que c'était pas extrait, qu'il n'y avait pas d'enfants qui avaient travaillé sur la chaîne. Il disait ça, la blockchain ne peut pas régler ce problème. En revanche, on peut certifier une qualité de diamant, mais il dit on a cherché, je ne peux pas le prouver parce qu'en fait il y a de l'intervention humaine et donc de l'encodage de données humaines, et je ne peux pas empêcher quelqu'un de mentir. Je ne maîtrise pas toute la chaîne. Alors je me souviens plus trop de ce qui s'était passé, mais ça m'avait quand même marqué. De toute façon, la blockchain ne peut pas empêcher quoi que ce soit. La blockchain est là pour apporter une vérité. Et en fait, ça crée un cercle vertueux. C'est que la blockchain est là pour apporter une vérité, qu'elle soit bienveillante ou malveillante, et punir très fortement l'acteur malveillant, en fait. L'identifier, en tout cas. L'identifier, donc le punir de fait par l'écosystème qui est créé, c'est qu'on va créer un écosystème ou un cercle qu'on veut de confiance avec une blockchain qui permet d'assurer la confiance. La blockchain, très naturellement, va permettre de détecter l'acteur malveillant, et forcément, il va être pas puni par la technologie, il va être réjecté. Il va être puni par le système qui a été créé. Donc ce qui fait que ça empêche le comportement malveillant. C'est le principe même étendu sur le Bitcoin finalement. Techniquement, il n'y a rien qui empêche. Techniquement, en théorie, il n'y a absolument rien qui empêche de corrompre le Bitcoin. C'est fait de telle manière que c'est hyper robuste et qu'en pratique, c'est impossible. Mais justement, je réfléchissais aux marques liées aux batteries électriques, donc les vélos, les voitures, etc. Ils ont des gros enjeux quand même de transformation et d'adaptation, puisqu'on leur impose de tracer le cobalt de son origine d'extraction jusqu'à la fabrication. Et maintenant, l'Europe vient de voter l'obligation de récupérer les batteries en fin de cycle de vie. Et on sait qu'un vélo, ça peut avoir 4 ou 5 étapes de cycle de vie. Tout ça en respectant le GDPR et donc pas en géolocalisant la personne. C'est des sacrées transformations, des sacrés enjeux, quoi. Et donc là, on se rend compte en plus que la blockchain, elle peut solutionner une série de problèmes, mais pas tous. Vous travaillez sur la traçabilité du cobalt ou pas? Non, pas du tout. Ouais. Et on peut parler d'Air France ou pas? Oui.
Alors là, c'était quoi là? Justement, j'y pensais pendant qu'on parlait de ce sujet, parce que justement, ça permet d'illustrer aussi ce cercle vertueux dans lequel la blockchain peut nous faire rentrer. L'idée, c'était de développer une solution de traçabilité des bagages pour Air France. Donc, il faut comprendre les problèmes. Pour comprendre un peu ce sujet-là, il faut comprendre un peu le problème initial. Là, c'est évident, c'est qu'on n'a pas envie de perdre le bagage, donc on a une chaîne de traçabilité supply chain, Air France avec un certain nombre de sous-traitants, et ils ont besoin finalement de détecter dès lors qu'il y a un problème sur la traçabilité du bagage. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'identifier où est la faille, à quel moment, pour pouvoir récupérer plus facilement le... Parce que parfois on sait que... Pour pouvoir apporter des réponses, pas forcément pour tel bagage, machin, et apporter une solution, mais pour apporter des réponses plus globales sur la supply chain pour l'améliorer si on détecte des problèmes. Donc là, il y a déjà Air France, comme beaucoup de solutions dans le domaine de l'aérien, sont déjà très fortement digitalisées. Il y a évidemment beaucoup de manutention, comme vous pouvez le constater quand vous allez à l'aéroport. Mais derrière, il y a beaucoup de systèmes d'information qui viennent, moyennant des QR codes et un certain nombre de mécanismes comme ça, qui viennent à chaque fois timestamper le bagage pour savoir où il est, etc., pour avoir une traçabilité qui est déjà très bonne en fait. Mais le problème ici n'est pas tant le fait d'avoir une traçabilité continue. Le problème est d'être capable d'identifier où s'il y a un problème, où est-ce qu'il est et qui en est responsable. Voilà. Et pourquoi ? Comment ? Et pourquoi ça arrive ? Et pourquoi ? Mais d'abord répondre à ces deux premières questions. Parce qu'en fait, aujourd'hui, jusqu'à présent, la façon dont c'était fait, et aujourd'hui encore, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes d'information, mais dont la gestion est répartie sur différents prestataires de services. Et à la fin, quand il y a des problèmes, en fait, Air France, ils vont regarder l'historique des données, regarder, il y a eu tant de bagages en défaut, etc. Mes systèmes me montrent que c'est mes systèmes à moi Air France me remontent que c'est à tel endroit. Le prestataire qui va dire non, mais moi je suis pas d'accord. Moi regarde mes systèmes, moi ce qu'ils disent. Ils disent donc en fait il y a peut-être il y a un petit peu du flottement. Puis un peu de mauvaise foi évidemment. Et donc l'idée de la blockchain, c'est justement de créer cette vérité absolue entre ces acteurs-là, pour éviter justement la libre interprétation chacun. Et la mauvaise foi qu'on peut avoir dans ce genre de situation, pour évidemment éviter de reconnaître qu'on est en tort. Et donc là, l'idée, c'est pas forcément encore une fois de développer quelque chose de plus performant d'un point de vue technique, mais quelque chose qui est surtout décentralisé, c'est-à-dire qui n'appartient ni à Air France, ni à ses sous-traitants. Et c'est ça qui fait l'objet finalement de la défiance. C'est pas que le fait que l'outil ne marche pas, c'est quoi, mais toi, c'est ton outil Air France, il te dit ça, mais moi je suis pas d'accord, mon outil il dit autre chose. Donc qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas un problème dans ton outil ? Donc le fait de créer une blockchain entre tous ces acteurs-là va naturellement évacuer le sujet. Mais attends, c'est pas ma solution Air France, c'est pas ma solution du prestataire A ni celle du prestataire B, parce qu'il n'y a pas juste un ou deux prestataires, il y en a plusieurs, c'est là où ça devient intéressant. C'est la blockchain qui me dit ça. Voilà. Et donc, la blockchain, c'est irréfutable, comme on dit. Et transparent, dans ce cas-ci. Et donc, il y a un problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc la blockchain, elle revient à ce qu'on disait, c'est que la blockchain en soi, elle ne va pas résoudre le problème, mais elle va permettre de manière irréfutable et transparente d'identifier où le problème et d'où il vient. Et naturellement, ça va inciter à ces comportements plus vertueux. En fait. Exact. Voilà. Exact. C'est ça, et ça, c'est un super exemple en fait de l'utilisation de la technologie blockchain pour la transformation digitale. Ouais, c'est comme on a fait un épisode avec Honest qui est très intéressant, qui est sur la traçabilité, qui disait qu'avec Cdiscount, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient associé donc les responsabilités de chacun à toutes les étapes de livraison des colis de plus de 30 kilos. Et qu'au final, évidemment, ça engage beaucoup plus les gens puisqu'ils savent que leur responsabilité, elle est traçable, identifiable. Et qu'au final, le premier bénéfice pour Cdiscount, c'était les bénéfices liés au budget RSA. Responsabilité civile et environnementale, sociale et environnementale. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, quand au bout d'une année, on a 300 télévisions en moins à refabriquer, à relivrer, à recommander à relivrer, ça impacte directement les engagements environnementaux de la société. Et donc, du coup, c'est les budgets du RSA qui finançaient la solution de traçabilité dans le département supply chain. Et donc,
finalement, ça a des avantages bénéfiques et ricochets dans une société. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que parfois, c'est pas une transformation verticale, mais c'est surtout une transformation horizontale qui impacte pas mal de départements dans les boîtes. Donc, je sais pas où on en est. Mais... En tout cas, on a déjà fait un bon tour d'horizon. Charles, je te propose de nous arrêter là dans un premier temps. Et puis, en tout cas, Eniblock, on vous trouve très facilement. Surtout sur la description du podcast. Sur le web et dans la description de notre podcast. On va pas les envoyer ailleurs. D'ailleurs, alors merci encore une fois Charles d'être venu jusqu'à nous. On vous rappelle qu'on a un site web qui s'appelle nftbusiness.tech, T-E-C-H, sur lequel vous pourrez inscrire votre adresse email pour recevoir notre newsletter et même le e-book gratuit que l'on a conçu sur la finance décentralisée pour vous donner un peu plus de liberté financière et de rendement passif. Ça, un sujet que tu aimes bien aussi, Charles. Merci de nous avoir écoutés. Merci Charles, vraiment c'était passionnant. Et du coup, c'était technique sans être technique. C'était technique compréhensible. Donc, j'espère, en tout cas merci. Et puis merci de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. Voilà, on espère que tu reviendras parce que dès que tu as des use cases parlants, tu nous fais signe. Ouais. Parce que en fait, on se rend compte que nos auditeurs sont très en demande d'exemples très concrets, puisqu'on est écouté par des B2B, et donc ils ont besoin de comprendre les mécanismes pour eux-mêmes déclencher des transformations chez eux. Donc, voilà. Et sur le passeport de la voiture, oui, peut-être quand tu auras 1 an d'utilisation, faire un débrief, peut-être une validation d'étapes, ça pourrait être intéressant. Ce qui serait chouette, c'est de faire un podcast avec ton client et toi. Ouais. Avec ton client automobile. Oui, et toi celui-là ou un autre, non, bien sûr, avec plaisir la prochaine fois, avec grand plaisir. Je pense que c'est bien d'avoir les témoignages de ceux aussi qui l'adoptent. Hein. Alors, le rendez-vous est pris. C'est ça. On va faire ça, c'est certain. Demain. Suivez-nous. Promis, il y aura de la bière. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.